Chaque samedi, un millionnaire éploré se rend sur la tombe de ses fils, persuadé qu'ils sont morts dans un accident de voiture. Son monde est pourtant sur le point de voler en éclats lorsqu'une jeune fille démunie s'approche et lui dit à voix basse, « Monsieur, je connais ces garçons, ils habitent dans mon village. » Sous le choc, il la suit dans un hameau reculé où une terrible vérité l'attend. Le soleil d'un samedi matin baignait le cimetière de Giverny, en Normandie, d'une clarté dorée qui formait un contraste impitoyable avec le chagrin qui rongeait Stéphane Dubois. À 43 ans, cet homme, autrefois l'un des entrepreneurs les plus en vue de sa génération, marchait le dos courbé, comme s'il portait un fardeau invisible. Il serrait dans ses mains un bouquet de chrysanthèmes blancs, les fleurs rituelles qu'il déposait ici chaque samedi, depuis de longues années. Ses pas solitaires brisaient le silence du lieu saint tandis qu'il arpentait un chemin qu'il connaissait par cœur, jusqu'à la souffrance. Le secteur prestigieux, un caveau familial en granit, et devant, 2 petites stèles jumelles. Des noms y étaient gravés en lettres d'or, Léo et Lucas Dubois, 7 ans. Ses fils, ses jumeaux. Leur vie fauchée en plein vol. C'était, du moins, sa conviction. Stéphane posa un genou à terre devant les tombes, y plaça les fleurs avec une infinie précaution, puis entama sa cérémonie. Il nettoya d'abord chaque parcelle de granit avec un linge immaculé, avant d'arranger les fleurs avec une précision millimétrée. Finalement, il prit place sur le banc de pierre et commença à leur parler, comme s'il pouvait l'entendre. « Salut les garçons. C'est papa. Je suis là. Vous vous rappelez la patinoire? Léo, tu voulais être le goal. Lucas, l'attaquant. Quelle dispute ce jour-là. Sa voix se cassa. 2 ans n'avaient rien changé à l'intensité de sa peine. Chaque samedi était une nouvelle blessure, mais il ne pouvait s'empêcher de venir. C'était sa manière de se repentir, son seul fil ténu avec ce qu'il avait perdu. La vie de Stéphane Dubois était aux antipodes de cette routine macabre avant cette nuit de septembre qui avait tout détruit. Il était le fondateur de Brico Maison, une chaîne de 5 hypermarchés de bricolage qui régnait sur le nord de la France. Il avait commencé dans un garage à 20 ans, vendant des sacs de ciment, pour finir par bâtir un empire. Une vaste propriété en Provence, une collection de voitures allemandes. Une existence dorée que beaucoup lui enviaient. Mais rien n'avait jamais eu autant de valeur à ses yeux que ses fils. Léo et Lucas étaient nés sous une pluie d'avril. Des jumeaux parfaits aux cheveux blonds et aux yeux d'un gris profond. Le portrait craché l'un de l'autre, et le sien. Ils étaient ce qui lui était arrivé de mieux. Son mariage avec Sandrine Leclerc, en revanche, n'avait pas tenu. C'était une femme d'une grande beauté, issue de la bourgeoisie parisienne, mais leur union s'était effritée. Des querelles incessantes sur l'argent, sur son travail, sur leurs visions opposées de la vie. Le divorce, 3 ans plus tôt, avait été une épreuve, mais une nécessité. Sandrine avait obtenu la garde principale, mais Stéphane conservait un droit de visite étendu. Il voyait ses fils 4 fois par semaine, les cherchait à l'école, les accompagnait à leurs activités sportives, veillant à maintenir un lien fort. La décision de Sandrine de déménager avait été le premier signal d'alarme. Du jour au lendemain, sans raison valable, elle avait quitté son bel appartement de Versailles pour un modeste gîte dans un village isolé du Loiret. Stéphane avait cherché à comprendre, avec 6 000 € de pension alimentaire par mois, pourquoi aller t'enterrer dans un endroit pareil? Sandrine avait évasivement parlé de calme, d'un jardin pour les enfants. Il avait senti que quelque chose clochait, mais il était impuissant. C'était elle qui avait la garde. Il se tapait alors près de 2 heures de route pour récupérer Léo et Lucas et les ramener dans sa propriété le week-end. Les enfants adoraient la piscine, leur salle de jeu, la console vidéo. Ils repartaient toujours en pleurant. Jusqu'à cette nuit-là. Stéphane serra les paupières, tentant de repousser le souvenir, mais il s'imposa à lui, encore et encore. Un mardi, 3 heures du matin. Le téléphone. Numéro masqué. Un appel à 7 heures n'annonce jamais rien de bon. Monsieur Stéphane Dubois? Commandant Dubois, gendarmerie de Mantes-la-Jolie. Vous devez venir sur le champ. Il y a eu un grave accident sur la 13. Votre ex-femme et vos fils sont impliqués. Son univers s'était écroulé à cet instant. Arrivé sur place, le commandant l'avait reçu avec un visage de marbre. Accident sur l'autoroute. Perte de contrôle à haute vitesse, tonneau, incendie. 3 victimes. Les papiers d'identité retrouvés, Sandrine Leclerc,
Léo et Lucas Dubois. Monsieur Dubois, je suis au regret de vous informer que l'identification formelle par la vue sera impossible. L'État. L'identité a été confirmée par les documents et quelques objets personnels. Stéphane avait senti le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il avait vomi, là, dans le bureau. Ses enfants, ses petits. C'était un cauchemar. Il avait suivi les procédures comme un fantôme. Signé des documents sans les lire. Accepter la version des faits. Le commandant avait été d'une efficacité redoutable. Il avait organisé les funérailles, Stéphane avait payé une fortune. 2 cercueils blancs, trop petits, capitonnés de soie. Des gerbes de fleurs hors de prix. Des centaines de personnes étaient venues, le plaignant, lui présentant leurs condoléances. Il avait enterré son ex-femme et ses fils un samedi de pluie. Une fois la foule dispersée, seul face à la terre fraîchement retournée, Stéphane était tombé à genoux et avait poussé un cri. Un cri inhumain, venu des profondeurs de son être. Il n'était pas mort avec eux, et c'était là le pire, il devait survivre à leur absence. Il avait abandonné son entreprise, la confiant à ses collaborateurs. L'argent n'avait plus aucune importance. Les 6 premiers mois, il était resté barricadé dans sa propriété, ne voyant personne, se nourrissant à peine. Sa seule sortie était pour le cimetière. Chaque samedi, sans faute. Pardonnez-moi, mes garçons, chuchotait-il aux tombes. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû vous arracher à cette maison. Si vous étiez venu chez moi cette nuit-là, vous seriez vivant. La culpabilité était un poison qui le consumait lentement. Son frère, Nicolas, avait tout tenté, mais Stéphane se murait dans le silence. Il ne voulait pas d'aide. Il voulait sa souffrance. C'était le dernier lien qui le rattachait à ses fils. Les mois étaient devenus 1 an, puis 2. Stéphane Dubois n'était plus que l'ombre de lui-même. C'était un samedi en tout point semblable aux autres que sa vie allait de nouveau être bouleversée. Stéphane achevait son rituel et s'apprêtait à partir quand il perçut une petite voix timide derrière lui. « Monsieur. Excusez-moi, monsieur. » Il se retourna, agacé par cette intrusion. Une petite fille d'environ 8 ans se tenait là, toute menue, avec des habits reprisés et des baskets usées jusqu'à la corde. Ses cheveux en bataille étaient mal attachés, son visage était sale, mais ses yeux étaient grands et inquiets. « Qu'est-ce que tu me veux ?» lança Stéphane, avec plus de dureté qu'il ne l'aurait souhaité. La fille eut un mouvement de recul, mais ne partit pas. Son regard se posa sur les tombes en granit, sur les fleurs opulentes, et son expression se durcit, empreinte de résolution. « Monsieur, faut que je vous dise un truc. C'est sur les garçons. » Stéphane plissa les yeux. « Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu sais sur eux ?» L'enfant prit une grande inspiration, comme pour puiser du courage. « C'est juste que... Monsieur, ces garçons, ils peuvent pas être là-dedans. Parce qu'ils habitent dans ma rue. » Le monde s'arrêta de tourner. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix n'était qu'un souffle rauque et menaçant. « Les garçons, monsieur. Je les connais. Ils habitent près de chez moi, dans le Loiret. Ils sont 2, ils sont pareils, et ils sont toujours ensemble. Leur maman les laisse pas sortir beaucoup. Mais des fois, je les vois dans le jardin. Je l'entends crier leur nom. Léo et Lucas. Leur prénom. » Stéphane sentit un vertige le prendre. La petite connaissait leur prénom. Comment était-ce possible ? « Tu mens, » articula Stéphane, la voix chevrotante. « Tu veux me soutirer de l'argent, c'est ça ? » « Non, monsieur, je vous jure. »« Non. » La petite joignit ses mains, le suppliant du regard. « C'est la vérité. Ils vivent là-bas, rue des Artisans. La maison est grise, avec des volets bleus. Moi, j'habite la rue d'au-dessus. Je passe devant chaque jour. Ils sont grands comme ça, dit-elle en marquant une taille de la main. Ils ont les cheveux blonds, et ils portent toujours de vieux vêtements. Leur mère est bizarre, elle ne parle jamais à personne. Chaque détail était une lame qui s'enfonçait en lui. « Pourquoi tu me racontes ça ?» demanda-t-il, la gorge sèche. « Qu'est-ce que tu attends de moi ? » J'ai besoin d'argent, monsieur. Ma mère est malade, il lui faut des médicaments.
Mais je jure que je ne mens pas pour ça. Je vous vois ici tous les samedis, tout seul, tout triste. Et aujourd'hui, je vous ai entendu dire leurs prénoms. Alors je me suis dit. Et si c'était eux? Stéphane luttait pour respirer. Sa raison hurlait à l'imposture. Mais il y avait dans le regard de cet enfant une sincérité désarmante, et au fond de son abîme de désespoir, une infime lueur d'espoir venait de naître. Combien? Demanda-t-il en sortant son portefeuille. 100 €, monsieur. Pour les médicaments. Stéphane sortit 5 billets de 100. 500, tout de suite. Si tu m'emmènes voir cette maison et que mes fils sont bien là, tu auras 10 000 €. Si tu as menti, tu gardes les 500, mais tu le regretteras amèrement. C'est clair? L'enfant saisit l'argent, les yeux ronds. Je vous y emmène. Maintenant. Je jure que c'est pas un mensonge. Ils allèrent jusqu'au parking. La petite regarda sa BMW noire avec admiration. Il lui ouvrit la portière arrière. Le trajet jusqu'au village du Loiret se déroula dans un silence électrique. L'enfant le guida. À gauche ici. Tout droit, 3 rues. Puis à droite après la supérette. C'est là, monsieur, la maison grise, dit-elle en désignant une bâtisse. Il se gara en face d'une petite maison à la façade lépreuse. Un portail rouillé, un jardinet à l'abandon, des rideaux tirés à toutes les fenêtres. L'endroit semblait désert, mais quelques détails trahissaient une présence, du linge séchant sur un fil, un vélo d'enfant rouillé. Il quitta la voiture, les jambes en coton, passa le portail, gravit les marches et frappa. Des bruits de pas à l'intérieur, lents, méfiants. La porte s'entrebâilla, bloquée par une chaîne. Dans l'ouverture, un visage qu'il n'avait pas revu depuis 2 ans. Un visage qu'il croyait enseveli sous terre. Sandrine, son ex-femme. Vivante. Livide. Le regard pétrifié par la terreur. Stéphane, articula-t-elle, la voix étranglée. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? Il ne répondit pas. D'un coup d'épaule, il fit sauter la chaîne. Sandrine tomba en arrière. Stéphane pénétra dans la pénombre de la maison, et là, sur un canapé usé, 2 garçons le dévisageaient, les yeux agrandis par la peur. Léo et Lucas. Ils avaient grandi, leurs cheveux étaient plus longs, leurs vêtements simples. Mais c'étaient eux. Sans l'ombre d'un doute. Ses fils. Vivants. Stéphane s'effondra à genoux. Un son étrange sortit de sa poitrine, un mélange de rire et de sanglots. Il tendit les bras, voulut parler, mais les mots ne venaient pas. Les larmes inondaient son visage. 2 ans. 2 ans de deuil, de pèlerinage au cimetière, et ils étaient là. En vie, depuis le début. Les enfants ne bougèrent pas. Ils restèrent sur le canapé, serrés l'un contre l'autre, le regardant avec crainte et incompréhension. Papa est là, réussit-il à dire d'une voix brisée. Mes enfants, papa est là. Vous êtes en vie. Monsieur? La voix de Léo était un murmure. Qui êtes-vous? Maman, c'est qui? La douleur de cette question surpassa tout ce qu'il avait enduré. Ses propres enfants l'avaient oublié. Il se tourna vers Sandrine, qui tremblait contre le mur. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-il d'une voix blanche de fureur. Bon Dieu, Sandrine, qu'est-ce que tu as fait? Stéphane, je peux t'expliquer. M'expliquer? Il se releva d'un bond. Tu veux m'expliquer pourquoi tu as fait croire à la mort de nos enfants? Pourquoi tu m'as laissé vivre cet enfer pendant 2 ans? Sandrine fondit en larmes. C'était pour les protéger, Stéphane. Je devais les mettre à l'abri. Pour ça, il fallait que tu y croies, que tout le monde y croie. Les protéger? De quoi? De qui? De moi? Pas de toi. Jamais de toi. Il y avait des gens dangereux de mon passé. Ils allaient s'en prendre aux garçons pour m'atteindre. Ils m'ont menacé, ils ont dit qu'ils les enlèveraient. J'ai paniqué. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider, qui avait des contacts dans la gendarmerie, qui pouvait tout arranger. Stéphane secoua la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Tu as payé pour un faux accident? Tu as corrompu des gendarmes?
Il n'y a jamais eu de corps, Stéphane. Jamais. Tout a été inventé, les rapports, les certificats. Ça m'a coûté une fortune, presque toute la pension, et des dettes. Mais ça a marché. Tout le monde a cru à leur mort, et ils étaient en sécurité. En sécurité? Il montra les enfants, terrifiés par la scène. Regarde-les, Sandrine. Ils vivent dans la peur, dans ce taudis, coupé du monde. Tu appelles ça être en sécurité? Sandrine se laissa glisser au sol. J'ai fait ce que je pensais être juste. J'étais aux abois. Les menaces étaient bien réelles. Et moi, dans tout ça? La voix de Stéphane se fait là. Tu as pensé à moi? À ce que j'allais endurer? Tu m'as laissé me détruire à petit feu, en croyant que mes fils. Il ne put achever sa phrase. Il revit Léo et Lucas, qui pleuraient en silence, effrayés. Qu'est-ce que tu leur as raconté? Sur moi? Sandrine baissa la tête. Que? Tu étais parti? Que tu ne pouvais plus les voir? Que c'était pour leur bien? D'autres mensonges. Stéphane respira un grand coup, tentant de calmer la rage qui bouillonnait en lui. Il devait sortir, avant de commettre l'irréparable. Il sortit de la maison en chancelant. La petite fille était toujours là, à distance. Monsieur. C'était vrai. Il la regarda. Cet enfant venait de bouleverser son existence. Les mains tremblantes, il sortit son portefeuille et le vida de son contenu. Une liasse de billets. Les 10 000 euros promis, et bien plus. Tiens. Tu l'as bien mérité. Tu as sauvé mes enfants. Tu m'as sauvé la vie. Les yeux de la fillette s'agrandirent. Monsieur. Merci. Maman va pouvoir se soigner. Comment tu t'appelles? Manon, monsieur. Manon Lefebvre. Manon, tu es une fille très courageuse. Ne l'oublie pas. Ce que tu as fait aujourd'hui est extraordinaire. Il réussit à lui sourire. Je te dépose? Elle secoua la tête en s'éloignant. Non, monsieur, c'est juste là. Merci. Stéphane la regarda courir, serrant les billets contre elle. Puis il reporta son attention sur la maison grise. Il devait y retourner. Pour ses fils. Il inspira profondément et rentra. Sandrine était toujours par terre. Les jumeaux n'avaient pas bougé du canapé. En le voyant, Lucas se cacha derrière Léo. Stéphane s'efforça de rester calme. Il s'approcha doucement et s'accroupit devant eux. Léo, Lucas. Sa voix était un murmure apaisant. Je sais que c'est flou pour vous. Vous n'aviez que 7 ans la dernière fois. Mais je suis votre père. Je m'appelle Stéphane. Et je vous aime plus que tout au monde. Je ne vous ai jamais, jamais abandonné. Je vous croyais mort. Et savoir aujourd'hui que vous êtes vivant. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est toi, notre papa? Demanda Léo, dubitatif. Oui, mon grand, c'est bien moi. Mais maman nous a dit que tu étais parti, ajouta Lucas d'une voix fluette. Que tu ne voulais plus de nous. Une nouvelle vague de colère submergea Stéphane, mais il la maîtrisa. Votre mère s'est trompée. Il s'est passé des choses très compliquées. Mais je vous jure sur ma vie que je n'ai jamais voulu vous quitter. Je voulais vous voir grandir chaque jour. Alors pourquoi tu n'es pas venu? Demanda Léo, direct comme toujours. Parce qu'on m'a menti, expliqua Stéphane, pesant ses mots. On m'a fait croire à une chose terrible qui n'était pas vraie. J'ai été très malheureux très longtemps. Mais c'est fini. Je vous ai retrouvé, et je ne vous quitterai plus jamais. Sandrine se releva. Stéphane, tu ne peux pas les emmener comme ça. Je suis leur mère, j'en ai la garde. Il se tourna vers elle, des éclairs dans les yeux. Tu as perdu tous tes droits sur eux le jour où tu as orchestré leur fausse mort. Tu as commis des faux en écriture, corrompu des agents, monté une escroquerie. Ce sont des crimes fédéraux. Tu vas me dénoncer? Pitié, Stéphane, je suis leur mère. Tu crois mériter la pitié? Il vibrait de fureur.
tu as la moindre idée de ce que j'ai vécu? Me lever chaque matin en sachant mes fils morts? Aller chaque semaine sur des tombes vides? J'ai tout perdu, Sandrine. Et toi, tu les cachais ici, en leur mentant sur moi. C'était pour les protéger. Les menaces étaient fondées. Elle lui raconta une histoire confuse de dettes familiales et de criminels. Son père avait trempé dans de sales affaires. Des gens étaient revenus la menacer, elle et les enfants. Je devais agir. Elle avait trouvé un intermédiaire qui connaissait des gendarmes véreux. Le plan était de simuler leur mort pour que les menaces cessent. Et tu n'as pas pensé à m'en parler? À me demander de l'aide? J'aurais pu les protéger, les mettre en sécurité. Ils avaient des indices partout, même dans la gendarmerie. La seule solution était la disparition totale. Pour que le plan fonctionne, il fallait que toi aussi, tu y crois. Stéphane secoua la tête, écœuré. Même si c'était vrai, rien ne peut excuser ce que tu as fait. Rien. Les garçons pleuraient. Stéphane s'approcha et ouvrit les bras. Contre toute attente, Léo se leva et se jeta dans ses bras. Lucas suivit. Dans cette pièce misérable, Stéphane retrouva l'étreinte de ses fils après 2 ans de vide. Ils étaient plus grands, mais c'était la même étreinte, désespérée et pleine d'amour. Il pleura sans retenue. Je les emmène, dit-il d'une voix ferme. Maintenant. Il rentre à la maison. Ils vont retrouver leur chambre, leurs affaires. Leur vie. Stéphane, non, attends. Il faut qu'ils partent d'ici. Quant à toi, tu devras assumer tes actes. Je ne vais pas appeler la police, pas maintenant, pour ne pas traumatiser davantage les enfants. Mais on va régler ça dans les règles, avec des avocats, et à la fin, j'aurai la garde exclusive. C'est une promesse. Sandrine comprit que la partie était perdue. Elle acquiesça. Laisse-moi leur dire au revoir. Il hésita, puis accepta. Elle s'agenouilla devant eux. Mes amours, vous allez aller avec papa. Il va très bien s'occuper de vous. Maman vous aime plus que tout, n'oubliez jamais ça. Les garçons les traînirent, perdus, effrayés. Stéphane dut se faire violence pour les séparer doucement et les guider vers la sortie. En allant vers la voiture, Léo lui serra la main. Papa, c'est vrai qu'on va vivre avec toi? Oui, mon fils. Pour toujours. Et il y a vraiment une piscine? Comme maman le racontait? Stéphane sourit malgré ses larmes. Oui, il y a une piscine, et une chambre immense juste pour vous, avec tous les jouets du monde. Les garçons échangèrent un regard où brillait une lueur d'émerveillement. Il les installa à l'arrière, boucla leur ceinture. Avant de refermer la portière, il les embrassa sur le front. Il avait retrouvé ses fils. Pour de bon. La propriété en Provence était telle qu'il l'avait quittée le matin même. Vaste, silencieuse, morte. Mais quand Léo et Lucas en franchirent le seuil, elle sembla reprendre vie. Les jumeaux découvraient tout avec des yeux écarquillés, les hauts plafonds, l'escalier monumental, les œuvres d'art. Après 2 ans dans un gîte insalubre, c'était un autre monde. C'est immense, souffla Lucas. C'est chez nous, maintenant, dit Léo avec une assurance feinte. Stéphane s'agenouilla. Je sais que c'est beaucoup d'un coup. Mais on va y aller tranquillement, à votre rythme. On va voir votre chambre? Ils hochèrent la tête. Il les mena à l'étage. La chambre n'avait pas bougé depuis 2 ans. Il n'avait jamais eu la force d'y entrer. 2 lits jumeaux, des étagères de livres, une console, un coffre à jouets. Tout était là. Je me souviens, dit soudain Léo en touchant un des lits. C'est mon lit. Et là, celui de Lucas. J'avais un robot. Un grand, bleu. Il est tout? Stéphane ouvrit un placard et en sortit le jouet. Le voilà. Cadeau de vos 6 ans. Léo serra le robot contre lui, les yeux fermés. Une larme coula. Je m'en souvenais. Je croyais avoir rêvé. Le cœur de Stéphane se brisait et se ressoudait en même temps. Les souvenirs étaient là, enfouis. Vous avez faim? Je commande une pizza? Vous aimez toujours ça? On adore. S'écria Lucas.
Mais maman n'en achetait que quand elle avait un peu d'argent. Une nouvelle blessure. 6 000 € par mois, et elle les privait. Il laissa les garçons dans leur chambre et descendit passer commande. Il appela son frère, Nicolas. Nicolas, viens. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Léo et Lucas sont vivants. Un long silence. Quoi? Stéphane, tu as bu? C'est une mauvaise blague. Non. Ils sont là, à la maison, dans leur chambre. Vivants. C'est Sandrine qui a tout inventé. L'accident, tout. Putain. J'arrive dans un quart d'heure. Stéphane commanda 3 pizzas, puis remonta. Nicolas déboula dans la maison comme une furie. En voyant les jumeaux dans la chambre, il se figea. Le choc, l'incrédulité, puis une joie immense et des larmes. Mon Dieu! Ils sont là. Vraiment là. Stéphane le prit dans ses bras. Les 2 frères pleuraient. Nicolas s'approcha des enfants. Salut les gars. C'est tonton Nicolas. Vous étiez tout petit la dernière fois. Je suis tellement content de vous revoir. Bonjour, tonton Nicolas, dit Léo. T'as du chocolat? Demanda Lucas. Nicolas éclata de rire. Pas aujourd'hui. Mais demain, je reviens avec un camion de chocolat, promis. La pizza arriva. Pour la première fois en 2 ans, la table du dîner n'était pas solitaire. Quand les garçons s'absentèrent, Nicolas demanda, « Et Sandrine? Tu vas faire quoi? » Je ne sais pas. Je veux lui enlever la garde, c'est sûr. Mais je ne veux pas que les garçons la voient menotter. Ils ont déjà assez souffert. Prends un avocat. Dès demain. Je vais appeler Maître Moreau. Il saura quoi faire. Les enfants revinrent, épuisés. Stéphane les coucha, les borda, les embrassa. Bonne nuit, mes trésors. Papa? Appela Léo. Tu seras là demain? Tu vas pas repartir? Le cœur de Stéphane se contracta. Je serai là. Toujours. Promis. Il laissa une veilleuse allumée. En bas, Nicolas l'attendait avec des bières. Ils s'assirent en silence. Tu la crois? Demanda enfin Nicolas. Son histoire de menace? Je ne sais pas. Une partie de moi veut y croire. Mais même si c'était vrai, ce qu'elle a fait est impardonnable. Et maintenant? Un jour à la fois. Je vais trouver le meilleur psy pour enfants. Ils en auront besoin. Moi aussi. Et on va réapprendre à être une famille. Ce sera dur. Mais ils sont vivants, Nicolas. Vivants. Hier, j'étais un homme mort. Ce soir, ils dorment sous mon toit. Tout le reste n'est qu'un détail. Nicolas leva sa bière. À l'impossible. À l'impossible. Ils parlèrent une bonne partie de la nuit. Quand Nicolas fut parti, Stéphane monta jeter un œil. Les 2 dormaient à poings fermés. Pour la première fois depuis 730 nuits, Stéphane se coucha avec un sentiment proche de la paix. Il n'était plus un homme brisé visitant un cimetière. Il était un père. La fatigue le gagna. Pour la première fois depuis 2 ans, Stéphane Dubois dormit d'un sommeil sans cauchemar. Les semaines qui suivirent furent une épreuve. Recréer un lien avec des enfants qu'il avait presque oubliés, à qui l'on avait appris à le craindre, était un travail de titan. Valérie Martin, la psychologue recommandée par Nicolas, commença son travail. C'est un processus long, Stéphane, lui expliqua-t-elle. Sandrine a implanté dans leur esprit que vous les aviez rejetés. Revenir là-dessus demande une patience infinie. J'ai tout mon temps. Ils iront bien. Léo est plus expressif, Lucas est plus intérieur. Il lui faudra plus de temps. Mais ils veulent vous faire confiance. C'est l'essentiel. Stéphane suivit ses conseils à la lettre. Ne pas forcer les choses, être un roc de stabilité et de patience. Il les inscrivit dans un lycée privé d'excellence. L'administration fut un casse-tête, car les garçons étaient officiellement décédés. Le premier jour d'école fut un calvaire. Après 2 ans d'isolement, ils étaient perdus.
Lucas pleura toute la matinée. Léo tint bon, mais rentra exténué. C'était nul, dit-il. Tout le monde nous posait des questions. Un garçon s'est moqué de mes baskets. Stéphane regarda ses chaussures neuves. Elles sont très bien tes baskets. Mais les autres ont des Nike dernier cri. Ils parlent de voyage, de trucs que je ne connais pas. C'était un autre fossé à combler. Ils venaient de 2 ans de pauvreté et se retrouvaient dans un monde de luxe qui leur était étranger. Il faut du temps, le rassura Stéphane. Il y avait aussi les cauchemars de Lucas. Il se réveillait presque chaque nuit en appelant sa mère. Stéphane accourait, mais Lucas le repoussait. C'était une torture. Léo avait des accès de colère, des crises où il hurlait qu'il voulait retrouver sa mère. Stéphane encaissait, se souvenant des mots de la psy. Ne pas réagir. Être là. 1 mois plus tard, Maître Moreau fit le point. J'ai des preuves accablantes contre elle. Fraude, corruption, faux et usage de faux. On peut l'envoyer en prison pour 10 ans. Stéphane ferma les yeux. Une partie de lui en rêvait. Mais l'autre pensait à ses fils. Quel impact sur les garçons? Un procès serait dévastateur pour eux. Je veux la garde exclusive et définitive. En échange de sa renonciation totale à ses droits parentaux, je n'engage pas de poursuite. C'est une offre généreuse. C'est pour les enfants. Je veux leur épargner ça. Si elle refuse, on l'anéantira. Elle accepta. La confrontation au cabinet de l'avocat fut glaciale. Sandrine avait l'air d'une spectrale. Elle signa les documents, les larmes coulant sur le papier. « Est-ce qu'il parle de moi ?» demanda-t-elle. Il choisit l'honnêteté. Oui. Surtout Lucas. Il pleure après toi presque toutes les nuits. Son visage se décomposa. Tu vas les monter contre moi. Non, dit-il. Je ne leur mentirai pas. Ils sauront la vérité un jour. Mais je ne te démolirai pas. Ils se feront leur propre idée. Elle partit, vaincue. Ce soir-là, il expliqua la situation au garçon. Votre mère a fait des choses graves. Elle ne pourra pas vous voir pendant un long moment. Vous allez vivre avec moi. Lucas pleura. Le regard de Léo était dur. C'est une vengeance. Tu nous la prends parce qu'elle t'a fait du mal. Les mots le transpercèrent. Non, Léo. C'est pour vous protéger. Ce qu'elle a fait est trop grave. Je ne peux pas prendre le risque que ça recommence. Les mois passèrent. Il y eut de petites victoires. Le premier, papa, spontané de Lucas. Un câlin inattendu de Léo. Il reprit le travail, mais à mi-temps. Ses fils passaient avant tout. Nicolas était devenu un pilier de leur nouvelle vie. L'école devint plus facile. Ils se firent des amis. Léo se mit au foot, Lucas aux échecs. Ils redevenaient des enfants. Mais les mauvais jours persistaient. Des crises, des larmes, des cauchemars. 4 mois plus tard, la psychologue suggéra d'autoriser un contact épistolaire avec Sandrine. Stéphane refusa d'abord, puis céda. C'est pour leur bien, insista TL. Les garçons commencèrent à écrire. Stéphane ne lisait pas les lettres. Sandrine répondait. Des lettres pleines de remords, vérifiées par les avocats. Ça le rongeait, mais il tenait bon. Pour eux. 6 mois. 6 mois depuis le cimetière. Pour marquer le coup, il les emmena sur la Côte d'Azur. Avec Nicolas, ils passèrent un week-end à la mer. Pour la première fois, ils ressemblaient à une vraie famille. Le dernier soir, sur la terrasse face à la mer, Léo posa sa tête sur son épaule. Lucas les rejoignit. « Papa » murmura Léo. « Merci de ne pas nous avoir lâchés. » Il dut retenir ses larmes. « Jamais. Je ne vous lâcherai jamais. » 1 an plus tard, Stéphane créa la fondation « Seconde Chance » pour aider les enfants victimes de manipulation parentale. Manon Lefebvre, la petite fille du cimetière, était devenue comme sa nièce. Il avait payé les soins de sa mère, son éducation. Ce n'est pas de la charité, lui disait-il. C'est une dette. Tu m'as rendu mes fils.
les lettres avec Sandrine s'espacèrent. Elles devenaient un souvenir lointain. 2 ans après la révélation, pour leurs 11 ans, Stéphane organisa une fête gigantesque. La maison était pleine d'enfants. Il observait ses fils, heureux, entourés d'amis. Manon, 13 ans, épanouie, le rejoignit. « Merci d'être là. Jamais je n'aurais raté ça. Léo et Lucas sont comme mes petits frères. » Quand la fête fut finie, ils s'écroulèrent tous sur le canapé. « Meilleure fête du monde, déclara Léo. Ce soir-là, seul dans son bureau, Stéphane sortit d'un tiroir le reçu du fleuriste. Chrysanthème blanc. Il n'était jamais retourné au cimetière. Il n'en avait plus besoin. Ses fils étaient là, bien vivants. Il déchira le reçu. Un chapitre était clos. Un nouveau s'ouvrait, qu'il écrirait avec amour et patience. 2 ans s'étaient écoulés. Léo et Lucas avaient 11 ans. La vie était devenue presque normale. La maison était un lieu de joie. Il était devenu un père à plein temps, faisant des crêpes le dimanche, assistant aux matchs de foot, aidant aux devoirs. Le cimetière n'était plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Un samedi, dans le jardin, Léo lui posa une question. « Tu te souviens de la maison grise? Si tout avait été normal, comment serait notre vie? Différente. Vous seriez avec votre mère la semaine, avec moi le week-end. Mais vous seriez aimés. Mais ce ne serait pas aussi bien qu'ici, ajouta Lucas. Ici, il y a une piscine. Stéphane rit. Léo redevint sérieux. Ce que maman a fait, c'est mal. Très mal. Mais sans ça, on ne serait peut-être jamais devenu aussi proche. C'est bizarre, un truc si mauvais qui amène un truc si bon. Parfois la vie est comme ça, dit Stéphane. On choisit ce qu'on fait des épreuves. On a choisi de construire. On restera toujours ensemble, hein papa? Demanda Lucas. Il les prit dans ses bras. Toujours. Plus rien ne nous séparera. Au déjeuner, il les regardait. Ils n'étaient plus des bébés. Ils avaient des rêves, des projets. Léo voulait être journaliste sportif, Lucas programmeur. Il serait là pour eux. Toujours. Il avait failli tout perdre, mais une seconde chance lui avait été offerte. Il ne la gâcherait pas. Ce soir-là, en les couchant, Léo lui dit « Papa, merci. » Pourquoi? D'être toujours venu au cimetière. C'est pour ça que Manon t'a trouvé. Si tu avais abandonné, on serait encore là-bas. Les larmes lui montèrent aux yeux. C'était ma façon de vous garder en vie. La douleur en valait la peine? Demanda Léo. Une question si profonde. Il pensa à ces 2 années d'enfer. Puis à ce moment présent. Oui, répondit-il. Tout en valait la peine. Plus tard, dans le bureau avec Nicolas, ils burent une bière. Tu les as sauvés, dit Nicolas. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est Manon qui m'a sauvé, corrigea Théil. Mais tu as saisi cette chance. Je suis toujours en colère contre Sandrine. Mais j'ai appris à vivre avec. Elle paie le prix fort, elle a perdu ses fils. Ils parlèrent longtemps. Quand il fut seul, il regarda ses enfants dormir. Il ne regardait plus le passé avec douleur, mais l'avenir avec espoir. Ses fils étaient là. Vivants. Ensemble, ils construisaient un futur sur les ruines du passé. La vie pouvait être cruelle, mais elle pouvait aussi offrir des miracles. Il suffisait de savoir saisir la lumière, même la plus faible, car de l'autre côté de la souffrance, il y a parfois une joie qu'on n'osait plus espérer.